On peut aborder la mécanique des milieux continus soit par le côté cinématique, avec les déplacements et les déformations, soit par le côté statique, avec les forces et les contraintes. Comme nous allons le constater, bien qu'étant indépendantes, ces deux visions présentent de nombreux points communs et une grande dualité. Toutefois, l'aspect cinématique nous permettant d'aborder la notion de tenseur sous une forme plus physique et plus facilement compréhensible par l'étudiant, c'est par cette approche que nous allons commencer notre présentation. En bon mécanicien, nous allons prendre dans notre caisse à outils les éléments indispensables pour travailler ce chapitre. Ils ne sont pas très nombreux. Nous aurons besoin de 3 clous afin de bien positionner les points d'étude de notre domaine. Et pour les planter, nous prendrons un marteau. Toutefois, par mesure de prudence vis-à-vis de nos doigts, les clous seront assez gros et le marteau assez petit. Enfin, il nous faut 2 élastiques. Ils seront tendus entre 2 clous. Mais attention, ce sont des élastiques avec des propriétés très particulières. Ils doivent être infiniment petits et infiniment étirables. Afin de rassurer un peu les étudiants, il est bon d'indiquer que tous ces outils, marteaux compris, peuvent être parfaitement virtuels. Il faudra alors simplement faire marcher un peu plus l'imagination. Nous allons essayer de trouver des liens entre la notion de déplacement et celle des déformations. En premier lieu, il convient de bien réaliser que nous pouvons tout à fait déplacer un domaine matériel sans pour autant avoir engendré des déformations au sein de ce domaine. La mécanique des solides indéformables est là pour nous le rappeler. La distance entre 2 points étant une constante, le champ de vitesse est un champ de torseur. Et, dans le cas de très petits déplacements, on obtient un champ de torseur pour les déplacements, champ caractérisé par une résultante et un moment en un point. On peut noter que le domaine peut fort bien être un domaine fluide, par exemple, contenu dans un seau, auquel on fait suivre une trajectoire rectiligne à une vitesse uniforme. Nous n'avons toujours pas créé de déformation. Il faut trouver, dans le champ de déplacement, les propriétés qui vont permettre d'engendrer des déformations. Et le problème est complexe, car, comme nous allons le constater, il peut exister de multiples déformations en chaque point de l'espace, alors que, pour chaque point, le vecteur déplacement est unique. La notion de déformation ne peut pas être simplement représentée par un vecteur, et nous devons employer une nouvelle entité, le tenseur, pour la définir. Pour déterminer physiquement l'état de déformation en un point M0, nous allons le positionner dans la configuration de référence. Ensuite, nous considérerons, toujours dans la configuration de référence, un nouveau point P0 infiniment proche du point précédent. Avec notre gros marteau, sans nous faire mal, nous plantons un clou en chacun de ces points. Ces clous vont servir d'attache à un élastique tendu entre les 2 points M0 et P0. On obtient ainsi le vecteur M0P0 qui est défini dans la configuration de référence. Puis nous transformons notre domaine en lui imposant un champ de déplacement. Dans la configuration actuelle, déterminée à l'instant T, on trouve les points images des points précédents, à savoir les points MT et PT. Pour le point M0, son vecteur déplacement est M0MT. De même pour le point P0. Donc, dans la configuration actuelle, on peut déterminer la position de notre élastique par le vecteur d petit x égale mt pt. Nous voulons donc maintenant rechercher les liens entre le vecteur initial d grand X, pris dans la configuration de référence, et son image par le champ de déplacement dans la configuration actuelle, soit le vecteur d petit x. Pour cela, nous allons tout simplement différencier dans l'espace le vecteur position actuelle. En prenant comme hypothèse que ce dernier est connu par ses composantes dans un repère cartésien, et que dans ce cas les vecteurs de base sont invariants, le vecteur image sera obtenu tout simplement en différenciant les composantes. Ces dernières sont dépendantes des variables de Lagrange, et l'on a une forme différentielle spatiale
qui est donné en considérant les variations vis-à-vis des variables de position initiale, c'est-à-dire en considérant la différentielle d'une fonction de plusieurs variables. Par convention, les indices majuscules sont liés à la configuration de référence et les indices minuscules sont liés à la configuration actuelle. Cette dernière relation indicielle peut être représentée sous forme matricielle. La matrice que l'on vient de faire apparaître représente dans notre base les composantes d'un tenseur noté grand F et dénommé tenseur gradient ou encore application linéaire tangente. Il permet de calculer notre vecteur image connaissant le vecteur dans la configuration initiale. Il est aussi possible de partir de la relation inverse. Et nous pouvons aussi relier ce tenseur à notre champ de déplacement. Pour cela, il suffit d'écrire que le vecteur déplacement est la différence entre le vecteur position dans la configuration actuelle et le vecteur position dans la configuration de référence. On fait alors apparaître une nouvelle entité qui est le tenseur gradient du vecteur déplacement. Afin de fixer un peu les idées, nous allons regarder comment on peut calculer les composantes du tenseur gradient dans le cas d'une transformation très simple, la déformation homogène triaxiale. Pour cette déformation, un parallélépipède rectangle construit selon les axes des vecteurs de base se transforme en un nouveau parallélépipède rectangle. Les équations de cette transformation sont très simples. Elles traduisent une proportionnalité entre les coordonnées actuelles et les coordonnées de référence. Par simple dérivation des coordonnées actuelles, on peut obtenir les composantes du tenseur gradient. Ce dernier prend une forme diagonale. En faisant l'hypothèse que le volume dans la configuration de référence est unitaire, le volume dans la configuration actuelle est donné par le produit des valeurs du tenseur. Il correspond aussi au déterminant de la matrice. Ce résultat, constaté sur cet exemple, sera généralisable. Le déterminant du tenseur gradient donne la variation relative de volume dans notre transformation. Nous allons regarder maintenant comment on peut déterminer les composantes du tenseur gradient dans le cas du mouvement d'un solide indéformable. Comme nous l'avons vu, avec l'hypothèse de petit déplacement, le champ de déplacement, qui est un champ de torseur, est déterminé par une résultante, le vecteur rotation, et le moment en un point, c'est-à-dire le déplacement de ce point. Les composantes du vecteur déplacement d'un point quelconque sont alors données par une relation vectorielle qui peut être déclinée en relation indicielle. Pour obtenir les composantes du tenseur gradient, il suffit d'utiliser les relations indicielles définies à partir du champ de déplacement. Avec l'hypothèse de petit déplacement qui prédomine, le déterminant de ce tenseur est égal à 1, c'est-à-dire que nous n'avons pas de variation de volume. Avec l'exemple précédent, on constate facilement que le tenseur gradient ne peut pas être représentatif de l'état de déformation. Pour un solide sans déformation, il est non nul. Pour caractériser les déformations, il faut traduire le fait que les distances entre deux points et les angles entre deux directions vont changer lors de la transformation. Pour cela, nous allons utiliser le produit scalaire de deux vecteurs qui est fonction à la fois de la norme de ces deux vecteurs, donc des distances entre deux points, et de l'angle formé entre ces deux vecteurs. Nous considérerons deux vecteurs pris dans la configuration de référence. Afin de bien les repérer, nous plantons des clous aux extrémités des vecteurs et nous tendons des élastiques entre deux clous. Nous imposons ensuite le champ de déplacement à notre domaine. Nos clous et élastiques vont alors se positionner dans la configuration actuelle. Les nouveaux vecteurs dans la configuration actuelle sont symbolisés par la position des clous. Les variations de longueur des élastiques permettent de visualiser les élongations. On peut aussi visionner la variation de l'angle initialement formé entre les deux vecteurs.
Avec le tenseur gradient, nous avons vu que nous pouvons calculer des vecteurs images à partir des vecteurs définis dans la configuration de référence. Le produit scalaire de deux vecteurs est obtenu sous forme matricielle en transposant le représentant du premier vecteur. En développant le calcul, on voit alors apparaître une nouvelle matrice représentant un tenseur appelé le tenseur de Cauchy-Green droit. Il est obtenu en faisant le produit du tenseur gradient transposé avec le tenseur gradient. La forme développée du calcul matriciel montre bien la nécessité de transposer le premier vecteur si l'on veut obtenir une fonction scalaire. Le calcul des composantes indicielles montre que le tenseur obtenu est symétrique. D'autre part, il est lagrangien, les deux indices, le définissant étant associé à la configuration de référence. Il peut être calculé directement à partir du champ de déplacement et du tenseur gradient du déplacement. En transposant la dernière expression, on obtient le même résultat, ce qui prouve à nouveau la symétrie du tenseur de Cauchy-Green droit. Ayant maintenant tous les outils nécessaires, on peut envisager de calculer la variation de notre produit scalaire lors de la transformation. Cela nous permet de mettre en lumière un nouveau tenseur appelé tenseur de Green-Lagrange. C'est aussi un tenseur symétrique lagrangien. Son expression est donnée par une formulation tensorielle. Ses composantes dans une base cartésienne seront calculées à partir de formulations indicielles. Reprenons l'exemple de la déformation homogène triaxiale pour laquelle nous avons déjà identifié le tenseur gradient. Avec la formule donnant le tenseur de Cauchy-Green droit, on peut facilement calculer ses composantes qui nous donnent un tenseur diagonal. Puis, une deuxième formule nous permet d'avoir les composantes du tenseur de Green-Lagrange, qui est lui aussi diagonal. Nous avons fait tous ces calculs en prenant la configuration initiale comme configuration de référence. C'est le point de vue lagrangien. Mais il est possible d'utiliser la configuration actuelle comme configuration de référence. On bascule alors sur le point de vue eulérien. Pour l'observateur eulérien, le produit scalaire de référence est celui dans la configuration actuelle, et l'on calcule alors sa variation lors de la transformation. Les résultats ont la même forme que dans le point de vue lagrangien. Avec le tenseur de Cauchy-Green gauche, on peut calculer le produit scalaire dans la configuration initiale. Le tenseur d'Euler-Almancy, dual du tenseur de Green-Lagrange, nous permettra d'avoir la variation du produit scalaire. Ces deux derniers tenseurs sont purement eulériens. Comme leurs pendants en vision lagrangienne, ils sont symétriques. Des passerelles existent entre les deux visions. La vision eulérienne est plus couramment utilisée pour les domaines fluides, c'est-à-dire des domaines pour lesquels il est difficile de définir une configuration initiale. Mais nous verrons dans la suite de notre cours qu'avec des hypothèses simplificatrices supplémentaires, les visions lagrangiennes et eulériennes seront confondues. Avec les outils précédents, nous pouvons maintenant nous permettre de définir des grandeurs physiques mesurables. Commençons par positionner dans la configuration de référence au point d'étude un vecteur infiniment petit auquel on associe sa longueur d grand X. On définit son vecteur image par le champ de déplacement. On peut remarquer que la direction de ce dernier n'est pas nécessairement identique à la direction du vecteur initial. La dilatation linéaire, ou l'allongement, est définie comme étant la variation relative de longueur du vecteur initial. Elle est dépendante du point d'étude et de la direction dans laquelle on fait la mesure. On peut la calculer soit à partir du tenseur de Cauchy Green droit, soit à partir du tenseur de Green-Lagrange.
On peut aussi calculer la dilatation linéaire dans des directions particulières. On constate par exemple que les premières composantes des tenseurs de Cauchy-Green droit et de Green-Lagrange sont liées à la direction E1. La détermination des dilatations linéaires n'est pas suffisante pour caractériser l'état de déformation d'un domaine. Il faut aussi être capable de calculer les variations d'angle. Pour cela, nous considérerons deux directions définies dans la configuration de référence que nous allons suivre lors de la transformation. Afin d'établir une norme initiale, nous imposons à nos deux directions d'avoir un angle droit dans la configuration de référence, puis nous regardons quelle est la variation de cet angle dans la configuration actuelle. Cette variation détermine alors la distorsion angulaire ou le glissement. Cette distorsion angulaire est dépendante du point d'étude et des directions orthogonales initialement choisies. Le produit scalaire de deux vecteurs étant dépendant du cosinus de l'angle formé entre ces deux vecteurs, soit encore du sinus de l'angle complémentaire, on peut envisager, pour déterminer la distorsion angulaire par le calcul du produit scalaire, des vecteurs dans la configuration initiale. Le résultat peut être relié soit au tenseur de Cauchy-Green droit, soit au tenseur de Green-Lagrange. Et l'on peut constater, en prenant des vecteurs de notre base, que l'on a un lien direct avec les composantes des tenseurs Green-Lagrange et Cauchy-Green droit. Pour illustrer le calcul des composantes du tenseur de Green-Lagrange, nous allons reprendre l'exemple de la déformation homogène. Il consiste donc à étirer ou raccourcir un parallélépipède rectangle dans les trois directions formées par les arêtes. Étudions un plan particulier. Dans la configuration de référence, nous positionnons en un point courant un vecteur horizontal et un autre vecteur vertical. Puis, nous imposons la déformation à notre domaine. Les extrémités de nos vecteurs sont attachées à des points et suivent les vecteurs déplacement de ces points. Dans la configuration actuelle, nous retrouvons donc nos vecteurs avec des variations par rapport à la configuration de référence. En étudiant ces variations, on peut mesurer d'une part la variation relative de longueur, d'autre part la variation de l'angle formé initialement par nos vecteurs, variation qui en l'occurrence est nulle. Avec ces informations, on peut en déduire certaines composantes de notre tenseur de Green-Lagrange. Reprenons l'exemple précédent, mais cette fois, au lieu de travailler dans les directions parallèles aux arêtes, nous allons travailler selon des directions orientées à 45 degrés. Nous imposerons la même déformation à notre domaine. Dans notre plan particulier, les axes d'étude seront donc définis par une rotation de 45 degrés par rapport à nos axes précédents. En un point d'étude, nous indiquons deux vecteurs orthogonaux dans la configuration des références, puis nous imposons notre déformation. On voit aisément que cette fois, l'angle formé entre les deux vecteurs change, alors qu'ils subissent le même allongement. Les composantes du tenseur de Green-Lagrange ne sont plus les mêmes, bien que l'on traduise le même état de déformation. Dans la base, avec des vecteurs parallèles aux arêtes, la matrice représentant le tenseur était diagonale. On dit alors que nous sommes dans les directions principales de déformation. Les tenseurs que nous avons déterminés sont symétriques avec des composantes réelles. Les représentants matriciels sont diagonalisables, c'est-à-dire qu'il est possible d'associer une base particulière dans laquelle le représentant matriciel sera purement diagonal. Un parallélépipède rectangle élémentaire, construit dans la configuration de référence selon cette base, sera à nouveau un parallélépipède rectangle dans la configuration actuelle, car les distorsions angulaires sont nulles.
On peut alors envisager de calculer la variation relative de volume. Cette dernière peut être obtenue facilement à partir des composantes du tenseur de Cauchy-Green droit. On fait alors apparaître le jacobien de notre tenseur. La formulation des déformations au sein de la matière peut donc prendre une forme relativement compliquée. Avec les expressions données précédemment, on se rend compte que l'état de déformation n'est pas linéaire. En d'autres termes, la déformation totale obtenue à la suite d'une succession de champs de déplacement n'est pas la simple addition des déformations élémentaires occasionnées par chaque champ de déplacement pris séparément. Mathématiquement, cette non-linéarité provient du produit des deux tenseurs dans le calcul du tenseur de Green-Lagrange. Mais dans de nombreuses applications, ce terme n'est pas prépondérant par rapport aux deux précédents, et nous pourrons le négliger. On aura ainsi linéarisé notre transformation. Pour obtenir cette linéarisation, nous allons formuler l'hypothèse des transformations infinitésimales, dite encore hypothèse des petites perturbations. Cela se traduit essentiellement par deux propositions. Le tenseur gradient de déplacement ne contient que des termes très petits devant l'unité. Le déplacement de chacun des points du domaine matériel est petit. Cette dernière accession est importante car elle implique que l'on pourra confondre l'état actuel avec l'état initial de référence. Nous n'avons plus lieu de distinguer dans nos notations ces deux états et les indices majuscules et minuscules deviennent équivalents. On constate alors qu'il y a une totale coïncidence entre le point de vue lagrangien et le point de vue eulérien. Les tenseurs de Green-Lagrange et d'Euler-Almancy sont identiques. Pour éviter de privilégier un point de vue par rapport à l'autre, nous appellerons epsilon ce tenseur qui caractérisera nos déformations. Dans une base cartésienne, le calcul des composantes de ce tenseur est très simple. Avec la relation précédente, on constate facilement que le tenseur déformation est en fait la partie symétrique du tenseur gradient du champ de déplacement. Il est défini par 6 composantes. On peut aussi définir la partie antisymétrique, qui donnera un tenseur déterminé en fait par seulement 3 composantes, les termes situés sur la diagonale de la représentation matricielle étant nécessairement nuls. On montre que l'on peut associer un vecteur à un tel tenseur, de telle sorte que le produit tensoriel soit remplacé par un produit vectoriel. L'opérateur gradient, qui en fait est un simple opérateur de dérivation spatiale, est linéaire. Il en découle que le tenseur déformation est lui aussi linéaire. On peut remarquer que le vecteur image d'un vecteur pris dans la configuration de référence est dépendant du tenseur gradient du champ de déplacement, donc de ses parties symétriques et antisymétriques. À partir du lien existant entre les deux vecteurs, et en utilisant la relation de Schall, on en déduit une relation entre les vecteurs déplacement des deux points voisins pris dans la configuration de référence, deux points entre lesquels nous aurons tendu un fil élastique. Ces deux déplacements sont liés entre eux par l'intermédiaire des tenseurs symétriques et antisymétriques. En décomposant le déplacement du deuxième point, on peut voir qu'il y a tout d'abord le déplacement du premier point, puis un vecteur lié au tenseur antisymétrique, vecteur qui, compte tenu du fait que nous sommes dans l'hypothèse de petites perturbations, peut être obtenu par simple rotation. Enfin,
Une troisième composante est liée au tenseur symétrique. Grâce à cette décomposition, on voit que notre élastique initialement tendu entre les points M0 et M'0 ne s'est effectivement déformé que dans la dernière partie. Il est donc tout à fait logique de dire que le tenseur symétrique epsilon est le tenseur déformation. Si ce dernier est nul, localement, le champ de déplacement se résume à une translation combinée à une rotation, ce qui n'engendre aucune déformation. L'hypothèse des petites perturbations est réalisée pour de nombreuses applications, mais il en existe qui ne peuvent s'en satisfaire. Pourtant, c'est une réelle simplification au niveau des calculs. Pour nous en convaincre, regardons le simple cas d'une poutre encastrée à une extrémité et supportant une charge uniformément répartie sur toute sa longueur. En théorie des poutres, on travaille sur la structure en la considérant dans sa configuration de référence, c'est-à-dire comme si elle n'était pas déformée. Mais en toute rigueur, si les déformations sont un peu grandes, donc si l'hypothèse des petites perturbations n'est plus applicable, il faut faire les calculs sur la structure dans la configuration actuelle, donc en prenant en compte la déformée. Se pose alors la question de la définition précise du chargement. Avons-nous un chargement qui, telles les actions gravitationnelles, garde une direction constante quelle que soit la déformée de notre structure? Ou bien avons-nous un chargement qui, telles les actions de pression sur une surface, a une direction liée à la déformée de notre structure? De la réponse à cette question va dépendre l'expression de notre moment de flexion. En effet, dans le premier cas, la distance séparant le chargement au point de calcul du moment de flexion est comptée simplement en projection horizontale. Alors que dans le deuxième cas, cette distance, qui doit être prise perpendiculairement à la ligne d'action du chargement, est fonction de notre déformée. Et ensuite, suivant la valeur de notre moment de flexion, la déformée de notre structure suivra. On réalise alors bien sur cet exemple qu'en dehors de l'hypothèse de petites perturbations, les calculs vont prendre une certaine complexité. Et ceci prend encore une autre signification lorsque l'on entre effectivement dans les calculs. La formule classique qui permet d'obtenir l'équation de la déformée d'une poutre en flexion fait apparaître une équation différentielle du second ordre. En regardant de près la démonstration de cette relation, on peut constater que l'on a considéré que la pente de la poutre était négligeable. Si ce n'est pas le cas, l'équation réelle est beaucoup plus complexe. Certes, cela donne toujours une équation différentielle du second ordre, mais la recherche de la solution mathématique est loin d'être évidente. Avec l'hypothèse des petites perturbations, les termes contenus à l'intérieur du tenseur déformation sont négligeables devant l'unité. Compte tenu de cette approximation, le calcul de la dilatation linéaire dans une direction associée à un vecteur de notre base prend alors une expression très simple. De même pour la distorsion angulaire d'un angle droit formé entre deux vecteurs de notre base. Les deux résultats précédents montrent que les composantes de notre tenseur déformation peuvent avoir des significations physiques importantes. Ainsi, dans une base donnée, les termes situés sur la diagonale de notre tenseur vont être les dilatations linéaires dans les directions des vecteurs de base. Pour les termes hors diagonale, on trouve les demi-distorsions angulaires des angles droits formés par les vecteurs de notre base. Mais on peut aussi travailler avec de simples vecteurs unitaires et orthogonaux. La dilatation linéaire dans une direction unitaire est obtenue rapidement à partir de la connaissance du tenseur déformation.
De même, avec le tenseur déformation, il est très simple de calculer la distorsion angulaire pour deux vecteurs initialement orthogonaux. Compte tenu de la symétrie de ce tenseur, on peut utiliser deux expressions différentes pour ce calcul. Si l'on considère un vecteur unitaire quelconque, l'image de ce dernier par le tenseur déformation nous permet de déterminer un nouveau vecteur que nous appellerons le vecteur déformation pur, au point considéré, dans la direction unitaire choisie. Enfin, l'expression de la variation relative de volume au point étudié nous conduit en fait à la trace du tenseur déformation, soit encore la divergence du vecteur déplacement. Dans la base d'étude, le tenseur des déformations est représenté par une matrice symétrique à coefficients réels. Comme nous l'avons vu précédemment, il est possible de trouver une base dans laquelle le tenseur prend une forme purement diagonale. Cette base peut être définie par le processus de diagonalisation. C'est la recherche de vecteurs propres et de valeurs propres associés à notre état de déformation. Un vecteur propre est un vecteur collinéaire à son image par notre application tensorielle, le coefficient de collinéarité étant la valeur propre. Avec l'équation précédente, on peut en déduire une relation importante permettant d'obtenir les valeurs propres. D'autre part, du fait de la symétrie de notre tenseur déformation, on constate que l'on peut écrire la relation dite de Cauchy, ce qui nous montre que si deux valeurs propres sont distinctes, alors les vecteurs propres associés sont orthogonaux. Les trois vecteurs propres peuvent donc constituer une base orthonormée directe dans laquelle le représentant matriciel de notre état de déformation est purement diagonal. On appelle direction principale les directions données par les vecteurs propres. Les valeurs propres seront appelées déformations principales. Pour un tenseur quelconque, la recherche des valeurs propres passe par l'annulation du polynôme caractéristique. Ce polynôme peut être défini à partir de n'importe quel représentant matriciel du tenseur, c'est-à-dire dans n'importe quelle base. Toutefois, les racines de ce polynôme, c'est-à-dire les valeurs propres, doivent toujours être les mêmes. En conséquence, le polynôme est indépendant de la base. Ce qui revient à dire que les coefficients de polynôme sont des invariants par changement de base. Le premier invariant représente tout simplement la trace de notre matrice. Le dernier est le déterminant. Le deuxième est la demi-différence du carré de la trace de la matrice avec la trace de la matrice multipliée par elle-même. En faisant le calcul dans la base principale, on obtient des résultats assez simples. Pour un tenseur du second ordre quelconque, il est toujours possible de le décomposer sous forme d'une somme de deux tenseurs, de telle sorte que l'un soit sphérique et que l'autre ait une trace nulle. La décomposition est unique. Dans le cas des déformations, comme la trace du tenseur représente la variation relative de volume, avec le tenseur sphérique, on change le volume sans changer la forme, alors qu'avec le tenseur déviatorique, on change la forme sans changer le volume. Prenons l'exemple d'une déformation imposée à un domaine. Comme nous sommes en petite perturbation et que l'on peut linéariser les déformations, on peut très bien considérer que l'on a tout d'abord un état déviatorique complété par un état sphérique. Mais on peut aussi admettre que l'on impose un état sphérique suivi d'un état déviatorique. Afin de conforter nos connaissances sur la décomposition en état sphérique et état déviatorique, nous allons utiliser un module interactif du projet d'enseignement Mekagora. Ce module utilise le logiciel Virtools. Si ce dernier n'est pas déjà opérationnel sur l'ordinateur, une installation automatique sera proposée lors de la première tentative d'utilisation. Le mode d'emploi de la souris est disponible à tout instant en cliquant sur le menu Information. Un écran classique se décompose de différentes fenêtres. Une fenêtre de visualisation graphique
qui contient des objets en 3D que l'on peut déplacer de façon interactive avec la souris. Une fenêtre de commande dans laquelle il est possible d'agir sur des valeurs de paramètres, et une fenêtre de résultats contenant les valeurs numériques de certaines grandeurs calculées. Dans le module IB4, après activation, on obtient dans la fenêtre graphique un cube que l'on peut déformer en imposant de nouvelles valeurs dans la fenêtre de commande. En imposant une dilatation linéaire dans différentes directions, on constate dans la fenêtre de résultats que le tenseur sphérique change et que le tenseur déviatorique est diagonal. Par contre, il ne l'est plus lorsque l'on impose des distorsions angulaires à notre cube initial. La représentation graphique dans le plan de mort est tout à fait intéressante. Pour mémoire, ce plan est le plan vectoriel contenant l'axe normal, selon lequel on souhaite faire l'étude en un point, et le vecteur image associé. Dans le cas de l'application tensorielle déformation, ce vecteur est le vecteur déformation pure. La projection du vecteur déformation pure sur l'axe normal nous donne directement la mesure de la dilatation linéaire au point d'étude dans la direction de l'axe normal étudié. La projection sur l'axe tangent nous permet d'avoir la demi-valeur de la distorsion angulaire au point d'étude pour l'angle droit initialement formé entre l'axe normal et le vecteur orthogonal appartenant au plan de mort. Dans la représentation du tricercle de mort, on sait que le vecteur image doit avoir son extrémité à l'intérieur de la zone délimitée par ces trois cercles. Donc, les projections sur les vecteurs de base sont aussi limitées. La plus grande déformation principale représente la dilatation linéaire, la plus élevée au point d'étude. La plus petite déformation principale représente la dilatation linéaire la plus faible au point d'étude. Enfin, la plus grande distorsion angulaire est donnée par le diamètre du plus grand des trois cercles, c'est-à-dire la différence entre la plus grande déformation principale et la plus petite. Les tenseurs déformation, c'est-à-dire les tenseurs du second ordre, sont calculables par dérivation du champ de déplacement, c'est-à-dire un tenseur du premier ordre. Les formules indicielles en coordonnées cartésiennes pour le calcul des 6 composantes du tenseur déformation montrent qu'elles se déduisent simplement de 3 composantes du vecteur déplacement. Il est parfois utile d'envisager le cheminement inverse, c'est-à-dire déterminer le champ de déplacement associé à un état de déformation. Cette transformation n'est pas immédiate car elle implique un processus d'intégration de 6 fonctions scalaires pour remonter à 3 fonctions scalaires constituant les composantes d'un vecteur. Pour que cela puisse être réalisable, il faut que les composantes du tenseur déformation soient reliées entre elles. Ces liens s'appellent les équations de compatibilité.
En faisant la démonstration dans un système de coordonnées cartésiennes, on constate que les dérivées spatiales des composantes de ce tenseur antisymétrique sont liées aux dérivées spatiales des composantes du tenseur des déformations. En fait, ces dérivées spatiales peuvent être interprétées comme les composantes du vecteur gradient de cette composante du tenseur antisymétrique. Mais ceci ne sera effectivement un vecteur gradient que si le rotationnel associé est nul, ce qui nous donne les relations suivantes. Ce qui constitue en fait les conditions d'intégrabilité de Cauchy d'une différentielle totale exacte. En fonction des composantes du tenseur de déformation et compte tenu de sa symétrie, on obtient un système de 6 équations indépendantes. Ces équations peuvent se présenter sous forme développée dans un système de coordonnées cartésiennes. Mais la forme générale, valable dans n'importe quel système de coordonnées, est plus complexe. Si les conditions de compatibilité sont satisfaites, il est alors possible de déterminer les champs de déplacement générateurs de l'état de déformation. Pour cela, il faut commencer par intégrer les différentiels donnant les 3 composantes du tenseur antisymétrique. Ensuite, on peut remonter aux 3 composantes du vecteur déplacement par intégration des formes différentielles reliant le vecteur déplacement au tenseur déformation et antisymétrique. L'auditeur curieux pourra appliquer la méthode pour trouver les champs de déplacement générateurs du tenseur déformation proposé. Dans l'étude précédente, on s'est intéressé aux transformations du système entre une configuration de référence et une configuration actuelle. Sans se soucier du chemin de déformation suivi lors du mouvement entre ces deux configurations, on a étudié la transformation sous un aspect purement géométrique d'un état initial vers un état final. On conçoit très bien que cette étude puisse convenir dans toute transformation pour laquelle l'état de déformation est une fonction d'état au sens thermodynamique du terme. Peu importe alors le chemin suivi pour passer d'un état à l'autre. En particulier dans des processus de type plasticité, il est parfois nécessaire d'étudier les évolutions du système suivant un chemin de déformation. Nous devons alors faire l'étude de façon incrémentale, c'est-à-dire étudier la transformation entre deux états infiniment voisins, puis, par un processus de type intégration, en déduire le chemin réel de déformation. Dans le cas de la vision eulérienne, les calculs sont un peu plus complexes. Il faut en effet passer par le tenseur gradient et sa dérivée temporelle. Entre deux instants infiniment voisins, nous allons nous intéresser à la vitesse de variation du produit scalaire de deux vecteurs. Commençons à nous intéresser à la vision lagrangienne. On obtient le tenseur taux de déformation lagrangien, qui est en fait la vitesse d'évolution de la déformation lorsque celle-ci est mesurée à partir d'un état de référence initial. Le calcul de la variation du produit scalaire doit être fait par rapport au vecteur exprimé dans la configuration actuelle, ce qui nous permet de faire apparaître le tenseur taux de déformation eulérien. Mais on constate que le produit du tenseur gradient dérivé par le tenseur gradient
nous donne un tenseur qui représente le gradient des vitesses. Ainsi, le tenseur taux de déformation eulérien est en fait la partie symétrique du tenseur gradient des vitesses. On peut aussi faire apparaître la partie antisymétrique qui représente la vitesse de rotation de la matière. On constate que le tenseur taux de déformation lagrangien peut être obtenu facilement par dérivation temporelle du tenseur de Green-Lagrange et qu'avec le tenseur gradient, on peut alors obtenir le tenseur taux de déformation eulérien. Par contre, en version eulérienne, les calculs de dérivation temporelle sont plus compliqués, ainsi que le montre la formule donnant la dérivée temporelle du tenseur de Cauchy-Green-Gauche. Une solution pour décrire une évolution au cours du temps est de prendre chaque étape de calcul comme situation de référence pour le calcul suivant. Le déplacement étant très petit, le tenseur des déformations est linéarisé. Tout comme dans le cas du tenseur des déformations de Green-Lagrange, les différentes composantes du tenseur des déformations ont des significations physiques. En prenant dans la configuration actuelle des vecteurs collinéaires au premier vecteur de la base, on constate que la première composante du tenseur taux de déformation est le taux de dilatation linéaire dans cette direction. En prenant des vecteurs dans deux directions orthogonales, on obtient le taux